Et qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Si vous êtes un aficionado de cette chaîne, vous savez qu'une de mes toutes premières vidéos était un classement des films Astérix. À l'époque, il n'y en avait que 12, édité de telle manière qu'on n'ait pas le temps de retenir quoi que ce soit, avec une production quasi nulle et une réalisation à peu près pareille. Ah, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de me repencher là-dessus. Surtout que c'était en 2013 et que, comme dit, depuis quelques productions Astérix nous ont rejoints, avec divers degrés de réception de la part du public, ce qui redonne un intérêt à refaire le classement, en plus de voir si mes opinions ont évolué en 10 ans. Ceci dit, cette fois-ci, on va essayer de faire les choses bien. Ou en tout cas mieux, on va rentrer plus dans le détail de chaque film et dessin animé, qu'on va d'ailleurs prendre par ordre chronologique. C'est plus sensé et plus structuré. Et en prime, comme c'est plus une tradition que de diffuser toute la saga à Noël sur M6, moi je suis pas obligé de me dépêcher et donc je peux produire un contenu plus quali. Alors commençons par le commencement. Astérix le Gaulois de 1967. D'accord, il est possible que la version que j'utilise pour ce montage ne soit pas en français. Notre histoire commence en 1960, lorsqu'un chercheur de la radio-télévision française met au point l'animographe, un procédé qui permet de faire de l'animation rapide et économique, qui a notamment animé la première saison des Shadocks, et que ses créateurs ont décrit comme étant l'anti-Disney, ce qui d'entrée de jeu aurait sans doute du mal à plaire à Uderzo, grand fan de Walt à qui il rend hommage très spécifiquement dans une de ses BD. La BD en question, c'est Le ciel lui tombe sur la tête, l'album que tout le monde préfère ignorer. Il est donc possible que cet hommage soit en réalité un coup de poignard déguisé, mais pour en revenir à l'animographe, allier un procédé cheapos à la saga Astérix, aujourd'hui ce serait impensable, mais dans les années 60, la série, même si le succès des BD est quasi instantané, en est encore à ses débuts, et le monde de la bande dessinée franco-belge, en particulier sa gestion juridique, fait aussi ses premiers pas, ce qui va aboutir en 1967 à Astérix le Gaulois, adaptation du premier tome de la BD, lui-même sorti en 1960. Confié au studio Bellevision, connu à l'époque pour l'adaptation de Tintin en série animée, mais pas celle que vous pensez. Tonnerre de Brest, je ne suis quand même pas affreux à ce point. Ce premier long métrage d'animation a été commandé par le directeur de Pilote, journal dans lequel Astérix était publié, mais sans la connaissance de Goscinny ou d'Uderzo, ce qui en soi est un problème pour le film parce qu'en 1967, Astérix avait déjà changé d'identité visuelle. Dans Astérix le Gaulois, le trait était plus expérimental, puis a subi une phase transitoire avant de s'installer sur un design définitif dans Astérix chez les Normands. L'album sorti juste avant la sortie du film, donc en publication périodique dans Pilote l'année qui précédait. Et on pourrait croire que les animateurs choisiraient cette dernière version du dessin, bien plus nette et polie, et qui montre qu'Uderzo était très vite dans un processus d'amélioration de sa propre œuvre. Mais non seulement le studio choisit de repartir sur un design originel, donc déjà éculé en 1967, mais en prime le film commence par une présentation des personnages et tiens, c'est leur graphisme définitif, ce qui m'indique que c'est un ajout de dernière minute voulu par Uderzo après une pré-projection. Et ce mélange des genres, c'est la preuve, s'il en fallait une, que ce dessin animé a des problèmes. Ceci dit, scénaristiquement, on est bon. L'adaptation du matériel source est ultra fidèle, avec toutes les répliques de la BD quasiment présentes au mot près, ce qui retrace comme un miroir l'aventure originelle d'Astérix, dans laquelle Panoramix et le héros éponyme se font capturer par les Romains et en profitent pour les torturer à base de stratagèmes et de potions magiques. On va s'amuser un peu à leurs dépens. J'ai quelques idées. L'adaptation est bonne. Le matériel source, quant à lui, c'est pas le meilleur, mais c'était à prévoir. C'est le premier, et en conséquence, il souffre de l'absence de cette alchimie entre Astérix et Obélix qui sera installée dès le tome 2 de la bande dessinée, et qui, à la sortie du film, aura déjà été raffinée dans 8 volumes.
Mais comme dit, ici c'est pas sujet à la critique. Le studio reproduit le premier volume, fidèlement, avec ses qualités et ses défauts. D'autres dessins animés choisiront de prendre des libertés, mais pas celui-là. Le seul ajout, sans doute dans l'optique de rentrer dans le moule des dessins animés de l'époque, imprimés par les superproductions Disney, anti-Disney mais augustes testicules, est une chanson plutôt courte attribuée à un personnage marginal pour bien s'assurer que ça n'impacte en rien la narration. Mais comme il est interprété par Pierre Tornade, tout est pardonné. Je suis le marchand de bœufs du monde entier le plus heureux. Si je vends mes bœufs au marché, Ce sera l'enfer à point sec. Non, on annule tout et on recommence. Ça vous choquera donc pas si je vous dis que le film a réussi son casting en termes de doublage. Roger Carrel en Astérix, déjà une superstar à l'époque, son premier travail de voxographie remontant à 1935, mais on retrouve aussi son comparse Jacques Morel en tant qu'Obélix et le susmentionné Père Tornade dans des voix mineures. chef, qu'y a-t-il, Obélix? Eh ben, on veut pas me donner de potion. Ces deux derniers tiendront successivement le rôle d'Obélix jusqu'en 1994 et bien entendu Roger Carrel tiendra le rôle jusqu'en 2014, un record de longévité. Ils prêtent leur énergie et leur timbre de voix iconique à ce dessin animé, et parmi le reste du casting, les erreurs se font rares. Parce que oui, pour ceux qui suivent, le casting de Panoramix est plus crucial pour cette aventure que celui d'Obélix, mais on n'est pas en reste puisque Lucien Rimbourg sera retenu pour le film suivant, preuve de qualité. Et bien que ce soit le premier doublage de la carrière de Pierre Tornade, Roger Carrel a dû coûter un poil plus cher. Et c'est bien que le studio ait payé parce que quand on voit le résultat de l'animation, on se demande quel était le budget réel. Parce que j'ai cherché, hélas j'ai pas trouvé, mais si on repart du postulat d'origine que l'animographe permettait une animation rapide et économique, le financement devait pas être énorme, et il faut se rappeler qu'en 1967, les films prévus directement pour la télévision, ça n'existe pas. Astérix le Gaulois est donc un film prévu pour le grand écran. Et quand on le regarde, bien sûr faut prendre en compte 1967, anti-Disney, animographe, tout ça, on dirait une production Hanna-Barbera milieu de gamme, recyclant les animations d'un trait de personnage très épais comparé à des arrière-plans beaucoup moins dans le contraste, qui hurlent que les deux parties n'ont pas été conçues l'une pour l'autre. Même si les arrière-plans ont de la finesse, c'est pas le problème. Quant aux personnages, ils ont tous ce renflement au niveau du ganglion qui me font penser qu'ils sont en phase terminale d'un cancer. Ce que oui, on retrouve un petit peu dans le trait du Derzo de l'époque, mais pas aussi prononcé. Ah oui, et César est en train de faire un bel AVC là. Et tant que j'y suis, parce que j'ai pas fini, ce qui va suivre, ça marche en BD parce qu'on a accès aux bulles de pensée, mais péter le quatrième mur et parler au public comme si on était au théâtre, non, ça marche pas en dessin animé, je regrette. J'ai besoin de toi, mais après je le formerai seul, le triumvirat. Je le ferai manger par les lions à Rome. César, ça sera moi. L'action, quant à elle, manque de rythme et va maquiller les changements des personnages par des chants contre chants faciles, mais inadaptés et qui n'arrivent pas toujours à masquer la faible propension à prendre des risques de la part des animateurs. Cette potion a sûrement quelque chose de magique. Et venant d'un scénario dont la péripétie majeure, ce sont les poils des Romains qui ne cessent de pousser, laisser passer ce genre de détails, ça manque à la fois d'ambition et de réflexion. Et c'est à peu de choses près le dessin animé résumé en une phrase. Vouloir adapter Astérix en dessin animé, c'est une chose. Commencer par le début, c'est louable, mais oublier de prendre en compte que la BD a évolué en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, c'est malvenu. Et passer une série en pleine expansion par le filtre d'un outil qui promet des rendus rapides au détriment de la qualité, c'est assez irrespectueux. Après, le film dure à peine 1 heure, et dans sa moelle, c'est un produit qui retranscrit une BD qui a quand même du charme et du cœur. Il a donc beaucoup de défauts, mais ça reste quand même un divertissement correct. Et c'est ce qu'ont pensé Goscinny et Uderzo de cette mouture, eu égard aux moyens engagés par le studio dans leur dos. Mais quand ils ont appris qu'une suite basée sur la Serpe d'Or était dans les cartons, d'ailleurs quasiment terminée, ils ont poliment demandé d'arrêter les conneries et qu'ils allaient reprendre les rênes pour la suite. Ce que je pense en dit long sur la qualité du produit. Mais nous alors, où est-ce qu'on le range ? En fait, on n'a pas besoin, il servira de maître étalon. En sa qualité de premier, il sera à la fois le meilleur et le pire pour le moment.
et surtout le point de comparaison des futures adaptations qui arrivent, et qui arrivent même très vite, puisqu'Astérix et Cléopâtre, cette fois-ci supervisés par Goscinny et Uderzo eux-mêmes, arriveront seulement 1 an plus tard, ce qui est un délai très court. Pour quel résultat ? Eh bien on le verra dans un prochain épisode.